Le directeur général adjoint média de Tam Tam Group Press est notre invité de ce jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la situation nationale avec la récente tentative de déstabilisation et aussi de la tension politique en Côte d'Ivoire, justement à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Et pour des contraintes techniques, nous vous proposons de revenir sur le lancement des travaux du stade avant le début de notre entretien. C'est le nouveau visage que présente le stade de 4 roues à ce jour. Comme vous pouvez le constater, la pelouse a à peine 1 mois et demi, le tartan ou la zone d'athlétisme, les équipements dans les différentes salles, à savoir la salle de presse, la salle de conférence, les vestiaires A et B connaissent un nouveau look. Le ministre des Sports, Roland Somda, son collègue de l'Habitat, Mikhailo Sidibé, à leur côté, les présidents de fédérations, football et athlétisme ont pu visiter les travaux de réhabilitation. Selon le chef de mission pour l'étude de la pelouse, le système d'arrosage et le contrôle des travaux du stade de 4 roues, il y a également bien d'autres ouvrages et pas des moindres. Les ouvrages annexes sont lesquels? Il y a un terrain d'entraînement en gazon synthétique, il y a 2 terrains de basketball, il y a 2 fontaines d'eau, un à l'entrée officielle et un à l'entrée secondaire, et il y a un parking aménagé, de façon à assurer l'assainissement global même du stade. Parce que avant on voyait un peu trop de boue, donc on a fait cette proposition-là. Ces travaux de réhabilitation du stade de 4 roues avancent très bien grâce à des prestataires qui se donnent à fond, selon Roland Somda, ministre chargé des Sports. À date, nous sommes à peu près à 50% de délai d'exécution, mais les travaux sont exécutés à environ 80%. Pourquoi cela? Il faut que je l'explique. C'est parce que nous avons en face des prestataires très organisés qui travaillent H24 avec des équipes qui se relaient. C'est très important de le souligner. Ils ont compris l'urgence et ils ont adapté la réponse pour pouvoir être à 80% de taux d'exécution pendant que le délai est à 50%. Au vu de cette avancée significative des travaux, le premier responsable du département des sports rassure quant à la disponibilité du stade du 4 roues plus tôt que prévu. Et les étalons pourront même disputer leur premier match en septembre, comme l'avait annoncé. Nous prenons engagement avec vous et le peuple burkinabé tout entier que nous allons mettre tous les moyens sous les instructions infaillibles de leurs excellences, le président du Faso et le premier ministre, pour pouvoir rendre cette infrastructure disponible au plus tard des cas. Au plus tard des cas, je le dis, c'est-à-dire la ligne rouge à ne pas franchir, c'est juin 2025. Alors, donc, de ce que le président de la fédération m'a dit, je crois que nous devons recevoir le premier match, c'est en septembre. Voilà, et donc, en principe, les choses allant toujours bien, nos VDP du sport pourront défendre les couleurs de la nation sur place ici. Le stade du 4 roues est plus que jamais en phase de finition et pourra même accueillir une prochaine visite d'inspection de la Confédération africaine de football. Retour donc sur le plateau du DEJ Info pour parler de la récente tentative de déstabilisation du Burkina et aussi de l'actualité en Côte d'Ivoire avec les tensions politiques à l'approche bien sûr de l'élection présidentielle avec Geoffroy Vaha, le directeur général adjoint média de Tam Tam Group Press. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge Kaboré, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs. Alors, nous débutons par le sujet national, une énième tentative de déstabilisation contre le Burkina qui a été déjouée par les autorités. Comment avez-vous accueilli une telle information déjà?
comme tous les Burkinabés, avec des sentiments pluriels, même par moments aussi contrastés, parce qu'à chaque fois que cela arrive, on se pose la question de savoir est-ce qu'on n'est pas déjà dans une situation assez difficile pour se retrouver dans encore plus difficile que cela, parce que c'est ce à quoi pourrait ouvrir, en tout cas, quand on regarde un autre coup de force dans notre pays. Ça, c'est une réalité. Et à chaque fois, évidemment, on n'est pas dans une quiétude déjà avec la situation dans laquelle nous sommes, donc ça plonge tout le monde dans une inquiétude encore plus prononcée. Maintenant, je dis il y a des sentiments contrastés, parce qu'en même temps aussi il y a des voyants qui sont amenés, notamment dans la communication du ministre de la Sécurité, qui tente à rassurer au moins sur un travail de veille qui est mené, notamment par un renseignement burkinabé qui est très alerte. Donc ce sont des sentiments, je vais dire, voilà, de ce type-là, que tous les Burkinabés ont donc pu ressentir en suivant avec beaucoup d'intérêt, quoi qu'on dise, la sortie du ministre de la Sécurité à la télévision nationale, parce que c'était attendu, puisque il y avait sur les réseaux sociaux déjà, je pense depuis le lundi d'avant la sortie, plusieurs annonces qui étaient faites. Étaient-elles avérées? Il y avait beaucoup de supputations, beaucoup de spéculations, et là-dessus il y avait le mot de l'autorité qui était fortement attendu, puisque quelques jours avant, commençait à circuler déjà sur les réseaux sociaux des photos de personnes qui ont été arrêtées, des noms et tout, avec quelquefois même pour certains l'énonciation on va dire de films ou de ce qui s'est passé. Donc voilà un peu le contexte aussi dans lequel l'autorité sort à un moment donné pour donner le clair mot de tout ça. Donc c'était un élément qui était attendu. Ce n'est ni la première ni la deuxième. Alors qu'est-ce qui pourrait déranger tant dans la dynamique actuelle de notre pays au point de susciter une énième tentative une fois de plus? Qu'est-ce qui dérange tant? Quand on regarde au fond, je pense aussi que le président du Faso s'en fait assez souvent le porte-parole. Il le dit lui-même, la situation de rupture et la tenue que le Burkina est en train d'emprunter ne plaît pas à tout le monde, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du pays. Ça, c'est des éléments de lecture que le président a toujours donné dans ses discours. Quand vous vous rappelez, dans l'une de ses dernières sorties, il avait emprunté, on va dire, une expression assez imagée. Il a parlé de vent et de vagues, et qu'il fallait tenir. Maintenant, ceux, évidemment, qui ne seront pas, on va dire, en griffe sincère dans la dynamique d'accompagnement, c'est des personnes qui vont montrer à un moment donné ce qu'ils ont dans leur tréfonds ou vont trahir le mouvement. Il y a des éléments de clé de lecture qu'ils donnent dans les discours qu'ils donnent, et ils parlent par exemple comment dire cela, d'intérêts antagonistes qui sont à l'extérieur, mais en même temps qu'ils ont des relais à l'intérieur, qu'on va chercher même dans l'administration, quand vous voyez son discours du 1er avril dernier, et qu'on va chercher dans l'administration, dans beaucoup d'autres couches de notre société, qui acceptent d'aller dans cette volonté à compte courant de la dynamique qui est enclenchée. Et donc il avait même dit, il avait prévenu là-dessus, il allait être comment? Il allait être intraitable. Donc c'est des éléments de clé de lecture qu'il a souvent donné. Maintenant, pour revenir par exemple aussi à votre première question qui pour moi est d'intérêt, il y a aussi la sortie quand même du ministre qui donne un certain nombre d'éléments qui, je pense aussi, est apprécié par nombre de Burkinabés. Quand on regarde, c'est vrai qu'on a été habitué pendant une bonne période aussi à ce que les Burkinabés voient aussi beaucoup plus, par exemple, le politicien comme étant le trouble-fait, celui qui est revanchard et qui risquerait fort de ne pas être, on va dire, le contributeur de quiétude. Mais on se rend compte que, pas qu'il soit dédouané ou quoi que ce soit, c'est que maintenant, quand on voit des noms qui sont cités, on parle maintenant des gens qui sont dans l'appareil même, de l'appareil de sécurité. Et c'est de ça qu'il s'agit. On parle d'officiers, on parle de commandants, on parle aussi des déserteurs. Un élément aussi sur lequel peut-être on se dit qu'il y a forcément un œil profond qui est en train d'être mis, puisqu'on parle d'éléments qui se seraient enfuis il y a quelques jours, ou bien pour lesquels des procédures sur la question des désertions a été enclenchée parce que en abandon de poste. Donc ça veut dire que même sur la présence des éléments de nos forces, c'est un élément sur lequel forcément l'on regarde assez bien. Et quand
dans les explications qui sont données par le ministre par le ministre de la Sécurité, il parle même d'éléments comment ça s'appelle, du CIO. Le CIO, on sait au moins ce que c'est quand on lit le décret de novembre 2022 qui fait partie intégrante du quotidien. Et quand vous prenez l'article 27, vous êtes un peu édifié. C'est-à-dire lorsque vous prenez la question des missions, c'est planifié, conduit et sur l'opération de sécurité, donc avec les FDS et les VDP. Donc si vous avez des éléments ou aussi des éléments qui ont appartenu à ce CIO là, ma foi, ça veut dire le degré d'infiltration ou le degré de comment dire cela, d'inquiétude aussi qu'on pourrait peut-être avoir. C'est des éléments de lecture qu'on a au regard de la sortie du ministre Mamadou Sana, parce qu'il a donné des éléments, il a donné des noms, il a parlé d'un Barry Draman qui est officier du bataillon de justice militaire. Il a bien déclaré que ce personnage là qui est un élément clé se retrouverait en Côte d'Ivoire, et il a donné des noms aussi de personnes qui aussi avaient quitté le pays depuis un certain temps et avaient aussi regagné la terre de Burini, d'autres qui sont aussi ailleurs, et certains qui ont été arrêtés à l'intérieur du pays même, et d'autres aussi qui sont en fuite. Donc donnant ces éléments et donnant des corps auxquels certains ont appartenu, on s'est dit, quand on dit CIO, c'est quand même à un niveau quand même de ce qu'on a comme information dans la stratégie que nous sommes en train de mener un peu sur le terrain. Donc quand on se dit qu'il y a des gens qui appartiennent, qui aussi rament à compte courant ou bien sont dans la trahison, il faut se dire qu'il y a des inquiétudes à avoir, mais il y a à rester très vigilant. Mais en même temps, vous écoutez le ministre de la Sécurité qui félicite le travail important abattu par les renseignements. Comme pour dire qu'il y a un renseignement qui fonctionne. Ça veut dire qu'il y a les tentatives. Est-ce qu'on peut sonder les cœurs pour les arrêter depuis qu'ils sont en train d'être fomentés de l'intérieur? Non, c'est un peu compliqué. C'est lorsque les gens se mettent en intelligence et que peut intervenir plutôt le renseignement de façon efficace. Et c'est pour cela qu'il a salué, je pense aussi, quoi qu'on dise, ce qu'a été l'acte de certains contactés qui ont eu très vite la bonne attitude de venir dénoncer les personnes qui les ont contactés pour des décès funestes. Il a parlé, je pense, de religieux, il a parlé aussi de coutumiers, il a parlé de VDP, donc qui sont venus spontanément dénoncer certains qui les avaient approchés pour ces décès funestes-là. Donc c'est un peu dans cela. Donc féliciter, il l'avait dit, le ministre de la Sécurité, le travail pertinent qui est abattu notamment par le renseignement, mais ce qui veut dire qu'il faut rester aux aguets. Maintenant, quelle question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi, avec le nombre d'années qu'on a aujourd'hui, certains sont encore dans cette dynamique. Et tout cela trouve encore, je dis ça, la réponse dans lorsqu'on écoute un peu le président du Faso qui dit qu'il y a des irréductibles, il y a des gars, il y a des gens pour lesquels voilà, l'acceptation d'éléments perdus ou c'est des éléments qui ne peuvent pas, avec lesquels ils ne peuvent pas vivre. Il y a le caractère revanchard. Bon, il y a cette réalité là, mais en tout cas ça, il y a beaucoup de questions qui demeurent quand on regarde. On ne peut être que surpris et puis quelquefois un peu dans l'incompréhension en se disant bon, il y a une dynamique dans laquelle on est, pourquoi est-ce que certains tentent toujours à ramer donc à contre-courant. Dernière question sur le sujet, quand on regarde aussi de toutes les tentatives qu'il y a eu, il y a aussi ce nom d'un pays voisin qui revient de manière récurrente. Lorsque le président du Faso rencontrait la veille citoyenne, le nom était revenu. Cette fois-ci encore avec le ministre de la Sécurité, Mamadou Sana, eh bien, le nom d'un pays voisin est encore revenu. Quelles sont vos clés de lecture? Je pense qu'il y a un an, c'était, je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez, c'était en avril 2024 sur les questions de diplomatie. Je peux rappeler même le propos du président. Il a dit, il a parlé un peu de la Côte d'Ivoire, où il a dit il y a des développements à faire du côté de la Côte d'Ivoire. Les déstabilisateurs du Burkina Faso sont en Côte d'Ivoire. Et avec le président Alassane Dramane Ouattara, on n'a pas de contact particulier. Au début, on a échangé au téléphone, on a discuté. Il m'a envoyé des émissaires, mais nous ne pouvons pas nous mettre dans certaines moules. Nous avons une mission. Il y avait le contact, mais ça s'est rompu avec les personnes qui ont eu à partir là-bas. Ça, il y a un an. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a
il y a des tensions qui se sont encore accrues. Parce que le nombre aussi de personnes qui repartent en terre de Burundi et qui sont recherchées ici, ou bien qui sont citées dans des éléments de déstabilisation, ne fait que croître. Et cela, forcément, ne peut qu'envenimer ou cristalliser encore plus, crisper encore plus les relations entre les deux pays. Mais quand on regarde aussi historiquement, c'est des éléments aussi qui, je vais dire, qui s'expliquent au regard, quelquefois, des frictions qu'il y a entre les régimes, soit d'Abidjan ou de Ouagadougou à certaines époques, pour parler d'une certaine période. Il rappelait même par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré lui-même, lors de l'une de ses sorties, il a dit, même le Burkina à un moment donné a hébergé des personnes aussi qui voilà, avaient mal à partir avec le régime d'Abidjan, parlant par exemple de l'époque de Laurent Gbagbo. Ça aussi c'est des réalités historiques. Mais on vit une époque, on vit une autre réalité aujourd'hui. Il y a un Burkina qui fait face à un terrorisme et sur lequel il ne peut pas badiner. Donc lorsque on est dans une guerre pareille, tout élément qui vise à fragiliser ne peut être accepté. Et je pense que c'est c'est dans la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le Burkina Faso, qui regarde évidemment ce qui se passe en Côte d'Ivoire en termes d'accueil de certaines personnes comme étant un élément un peu inacceptable. Mais en même temps, c'est aussi la terre naturelle où vous verrez les personnes partir. Je ne pense pas que quelqu'un qui aime à partir avec le pouvoir ici s'amuse à aller au Mali ou s'amuse à aller au Niger. Il sait très bien comment ça va se passer. Il va se réveiller à Ouagadougou. Si ce n'est que il ne va même pas se réveiller à Ouagadougou, mais c'est qu'il va passer la nuit en même temps à Ouaga, tellement ça sera très rapide. Et je dis cela pour dire que quand on regarde les pays de l'US, on a un destin commun, on a des vases communicants. Maintenant, avec ces autres pays, c'est un peu plus compliqué. Ça sera aussi la même réalité quand vous prenez, par exemple, le Niger et son voisin béninois. Ceux qui n'ont mal à partir avec les décisions de Tiani et tout, ou bien qui auront des volontés déstabilisatrices, vont très vite passer la frontière pour aller dans le pays voisin où ils savent que là-bas ça sera un peu plus difficile de les inquiéter. Mais on ne peut pas continuer à avoir des pays qui servent aussi comme on appelle des gens de base arrière. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que parce que je ne pas dire que la retourne, les frictions sont des éléments qui sont pas permanents, mais qui sont quelquefois perlés entre les États. Mais quand vous n'avez pas un genre de gentleman agreement, vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes comment dire cela, vous êtes la base arrière de déstabilisation de voisins, et après c'est des éléments qui reviennent, et ça ce n'est vraiment pas intéressant. Et la posture ivoirienne d'aujourd'hui, quand on prend le cas des pays de l'AES, c'est pas une posture assez intéressante. Alors Geoffroy Bara, la perche est tendue pour parler de notre deuxième sujet. Quels sont aujourd'hui les enjeux? Oui, allez-y. Avant cela, parce que n'oublions pas aussi que dans la communication du ministre de la Sécurité, il y a d'autres éléments aussi qui, j'ai dit tout à l'heure, qui font qu'il y a des questionnements. Le ministre dit par exemple que le 16 avril, si ma mémoire est bonne, ils avaient entrevu même un assaut sur la présidence. Vous vous demandez, mais je pense qu'on est tous aussi à Ouaga, on dit, mais comment des gens peuvent encore être en train d'être dans une dynamique pareille? Vous dites soit ils sont fous, ou bien c'est des gens qui comptent sur, vous posez sur quoi ils comptent. Donc ça fait que le citoyen lambda se pose un peu ce genre de questions. Mais je dis, en même temps qu'il y a ce sentiment-là, heureusement, il y a aussi le sentiment de ce que on peut compter sur un service de renseignement qui est assez opérationnel et qui est assez efficace. Et il y a un élément aussi qu'ils donnent, c'est qu'ils entrevoient cela avec un genre de date qu'ils se sont donné, une échéance jusqu'à juin. Pourquoi le mois de juin? C'est encore des questionnements qui reviennent. Et puis ils ont rappelé aussi la dynamique première, c'est mettre le pays sous une tutelle et puis voir un peu comment les choses vont évoluer. Juste parce que aussi, c'est que la tenue et les décisions, la trajectoire voulue par le Burkina aujourd'hui n'est pas forcément celle entrevue par beaucoup de pays, et suivez mon regard. Beaucoup de pays aussi, même au plan national. Et la perche est donc tendue. Quels sont aujourd'hui les enjeux de l'élection présidentielle prévue pour octobre prochain en Côte d'Ivoire? Le débat cristallise l'opinion publique depuis quelque temps, depuis l'annonce déjà de la liste que nous avons au niveau du fichier électoral ivoirien. Quels sont les enjeux aujourd'hui? Les enjeux, pour tout moment de ce genre-là, c'est la question d'avoir des élections libres,
transparente et dont les résultats sont acceptés par tous. Et c'est ce que ceux qui vont voter attendent en termes de traitement des voix ou des choix qu'ils font en allant donc voter. Alors que lorsqu'on prend l'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis les premières élections de 60 avec Houphouët, qui vient et qui fait longtemps, pratiquement 25 ans comment dire cela, de parti unique, on va dire comme ça. Et je pense en 85 on a les élections, et en 90 on a celle ouverte avec Laurent Gbagbo. Mais quand vous regardez en ce moment-là, Laurent Gbagbo aussi sort avec un score qui n'était pas ridicule, c'était 18% en son temps, devant quelqu'un comme Houphouët-Boigny qui en était à 82, mais il y avait le regard sur Gbagbo qui était celui qui osait devant un père national, un père de la nation. C'était cette réalité. Et puis après on a eu la période du coup d'État, il y a eu 95 avec les élections qui ont mis Henri Konan Bédié. Il y avait eu, je pense, la question du boycott actif, où il y avait je pense il y avait eu cette période là où il y avait donc le FPI et le RDR de Alassane Ouattara qui n'y avaient pas participé. Donc vous voyez déjà 90, c'est vrai qu'on est dans une élection avec deux figures de proue, c'est Houphouët-Boigny et Gbagbo Laurent, mais c'était clair que c'était déjà plié. Et quand vous regardez 95, il y a deux grands mouvements qui n'y participent pas. Et vous allez avoir après donc un coup d'État, vous arrivez en 2000 avec d'autres élections encore qui se font avec des exclusions. Le prétexte de l'ivoirité brandi par Bédié qui est récupéré par Gbagbo, et on voit que Alassane ne peut pas y participer. Je pense que en son temps aussi, je parle, le FP n'a pas, le PDCI lui aussi. Et il y a ces gemmes-là qui sont celles de division que le pouvoir de Gbagbo va traîner jusqu'à pratiquement en 2010 avec ces élections-là qui vont d'abord sembler ouvertes de par on va dire les justes milieux politiques trouvés, mais après, quand on regarde au fond, il y a une bonne partie du pays dans lesquels certains ne peuvent pas envoyer leurs représentants. Bon, il y a eu deux tours. Après, cela est sorti sur un combat qui a à un moment donné viré vers la victoire, donc une victoire. Bon, je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité, pas dans les urnes forcément, mais une victoire aidée par la France concernant Alassane Ouattara. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore le débat de qui a gagné 2010. Après, on a connu 2015, on a connu 2020, avec les réalités que l'on connaît. Mais on se demande, et c'est la grande question que vous posez, les enjeux, c'est quoi? C'est à quand de vraies élections libre et transparente en Côte d'Ivoire? Et regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ça se fait encore avec un élément qui revient de façon centrale, la question de la nationalité, concernant par exemple quelqu'un comme Thiam. Il y a ceux qui ont été écartés un peu avant. Il y a Laurent Gbagbo, jugé par contumace. On ne sait pas où il est, alors que c'est les personnes qui le jugent qui l'ont amené à la CPI. Et c'est la décision qui est brandie aujourd'hui pour écarter Laurent Gbagbo. Un peu le même cas que Charles Blé Goudé, Soro Kibafouri, il est en rupture de banc avec son père depuis, on sait, son père politique, on dira d'une certaine façon, celui avec lequel il a été, Alassane Ouattara, et aujourd'hui, lui aussi est écarté. Donc, quand on regarde, il reste qui sur cette liste? Peut-être Simone Eivet, qui pourrait avoir aussi son poids et son capital sympathie, mais qui difficilement pèsera face à quelqu'un comme Alassane Ouattara. Maintenant, lui dira qu'il n'est pas candidat. Il y a un grand congrès qui va comment dire ça, décider de cela. Mais on a comme l'impression qu'il y a un gros boulevard qui est en train d'être tracé ici et maintenant. Alors, que dit exactement l'article 48 lié à la nationalité ivoirienne, et pourquoi est-ce que la candidature de Tidiane Thiam suscite tant d'interrogations? Quand on regarde, je pense aussi qu'il y avait un petit débat aussi. Quand vous prenez le cas au niveau du PDCI, il y en avait qui disaient mais attention, le cas Thiam faisait attention, il a une binationalité, est-ce que ça ne va pas poser problème? Étant entendu que la candidature à l'élection présidentielle demande une nationalité unique.
Donc les gens se disaient, bon, il a le temps de régler l'affaire. Si vous vous rappelez, Billon lui-même, qui est un peu, je ne vais pas dire le profondeur, qui était un peu l'alter ego au sein du PDCI de Thiam, lui avait entamé sa participation, lui aussi était binational, je pense en 2018, c'est en mars qu'il a obtenu, il a obtenu de se détacher avec la France en matière de nationalité. Mais quand on regarde au fond, l'actu 48, il dit quoi concrètement, selon la question que vous posez? C'est perdre la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Je pense que pour le cas de Thiam, on parle de 87, si ma mémoire est bonne, où il acquiert la nationalité française. Donc quand on invoque ce texte-là, ça veut dire qu'il n'est plus ivoirien à partir de ce moment quand on regarde cet article 48. Et il y a l'article 50 aussi qui dit que l'Ivoirien qui perd la nationalité ivoirienne est libéré de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire. Et le point 1 dit, dans le cas prévu à l'article 48 en question, c'est à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère. Donc ça veut dire que si on veut lire les textes, ce qui a été invoqué, c'est que M. Thiam a perdu sa nationalité dès qu'il a eu à acquérir la nationalité française. Donc il y a longtemps même qu'il n'était plus ivoirien, si on veut regarder ces textes. Depuis donc mais 27. Combien de personnes sont frappées par ça? C'est ça la grande question. Combien de personnes, même dans la scène politique ivoirienne, si on veut bien regarder, sont frappées par ce texte-là? Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une imprudence? C'est ça aussi le regard qu'on pourrait avoir au niveau du PDCI. Même si certains disaient à un moment donné, quand on prend le cas Thiam, c'est celui venu de façon parachutée et puis qui a été imposé et dont on a voulu faire forcément le grand challenger de Alassane Ouattara. Oui, mais en politique, il y a toujours ces éléments-là qui comptent et avec lesquels il faut faire attention. Je le dis encore, même quand vous prenez le cas de Billon, il avait tenté depuis, je pense qu'il avait fait sa demande depuis, il avait dit depuis, je pense 98 ou si ma mémoire est bonne, 2008. En tout cas, il avait tenté cela depuis longtemps, depuis 2018 plutôt. Mais même lui, au regard de cela, il allait être frappé aussi par la même décision. Donc on en est à cela. Est-ce que maintenant, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, des justes milieux seront trouvés, mais ça ne sera pas avec les textes. D'accord. Alors, quand on regarde, nous sommes pratiquement à 6 mois de l'élection présidentielle, en l'absence du PPACI de Laurent Gbagbo, du PDCI-RDA de Tidiane Thiam, de personnalités comme Guillaume Kibafoli Soro ou encore de Charles Blé-Goudé. Comment entrevoyez-vous ces élections qui se tiendront avec autant de dénonciations sur l'indépendance même de la commission électorale ivoirienne? Quand on regarde, c'est ce que je dis, on a comme un genre de boulevard qui est en train d'être tracé. On a, à la lecture aujourd'hui, à se dire qu'on dirait que la CEI a fait exprès de ne pas faire ce qu'il fallait en termes de renouvellement même du fichier électoral en lui-même, qui comporte beaucoup d'éléments de friction entre les partis politiques. Et quand vous regardez, ceux-mêmes qui sont représentés au sein de la CEI ont décidé de retirer leurs membres. Donc on est dans un contexte où ceux qui pèsent sont exclus. Maintenant, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Il y en a qui disent, bon, il peut faire du tout, sauf Alassane Ouattara, donc donner comment dire cela, le mot d'ordre de vote à l'endroit d'un candidat qu'ils auront choisi de façon consensuelle. Ça ressemble un peu à un scénario à la sénégalaise, mais c'est très différent. Quand vous prenez le cas du Sénégal, c'est dans un parti politique que ça s'est passé, le PASTEF, où il y avait Sonko qui avait été frappé de ce que l'on savait. Maintenant, Diomaye Faye, que l'on ne voyait pas vraiment, qui n'était pas pour beaucoup celui charismatique qui pourrait endosser toute la charge. Bon, il a eu tout le poids et le soutien avec le mot d'ordre donné par Sonko et c'est passé, mais ils sont du même parti et chacun connaît plus ou moins voilà les liens et quelle est la probité et, pas seulement que la probité, mais c'est quel est le respect de la parole donnée pour ce qui est de chacun d'eux, puisqu'ils ont milité ensemble. C'était des messieurs qui sont ensemble depuis fort longtemps. Aujourd'hui, vous allez demander à des partis aussi différents, on va dire hétéroclites, de se mettre ensemble pour donner un mot d'ordre. Je pense que ça c'est compliqué, étant entendu que l'histoire a monté en Côte d'Ivoire, qu'ils se sont tous roulés un peu dans la farine, ils ont fait des boycotts actifs ensemble. Après il y a eu, je parle par exemple de quand vous prenez la période RDR PDCI, après vous allez prendre comment dire, plutôt FPI, il y a eu des comment on appelle ça, des alliances qui ont été faites de part et d'autre, et à chaque fois l'un dit à l'autre que tu n'as pas respecté
tu n'as pas respecté le mot, l'engagement que tu avais pris. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est des partis qui peuvent se mettre ensemble pour dire on va donner un genre de mot d'ordre pour éviter, ne serait-ce que l'histoire se répète avec les clivages qu'on a vus et les morts qu'on a vus. Donc, il risque d'y avoir une forte pression, en tout cas c'est ce que je pense, sur Alassane Dramane Ouattara, une pression avec ceux qui sont écartés parce qu'ils ont un dénominateur commun aujourd'hui, c'est d'être écartés. Donc au moins, ils peuvent s'entendre sur les minimums, c'est mettre la pression ensemble, et parce qu'ils ont, quoi qu'on dise, quand on prend le PDCI, c'est une grosse machine, quand on prend le cas du PPACI, et ça n'en demeure pas moins, en tout cas, une machine électorale avec en tout cas des partisans qui demeurent. Donc je pense que ils peuvent faire un genre de pression, mais est-ce que cela suffira? C'est aussi, quand je dis cela suffira, est-ce que cela sera aussi grand que la volonté de Alassane de pouvoir continuer? Toute dernière question, pourquoi autant de mystères sur la candidature ou non d'Alassane Dramane Ouattara à la tête de la présidence ivoirienne? Et aussi, est-ce que, parce que le congrès du RHDP est prévu pour juin prochain, est-ce qu'à partir de juin, on aura le temps de préparer un nouveau candidat? Bon, ça on est habitué, hein. Ceux qui sont au pouvoir, ils font toujours le genre de suspense, et surtout c'est ceux qui durent au pouvoir. Ceux qui ont duré au pouvoir donnent toujours le suspense, faisant croire que bon, je ne suis pas intéressé, on va voir. Et puis après, on organise soi-même des ballets où on vient nous demander à nous de nous présenter. C'est comme ça que ça fonctionne très souvent. Et le problème, c'est pour cela qu'il y a un genre de procès qui est fait sur la démocratie dans nos pays. Mais ce n'est pas le bon procès forcément, hein, c'est ce que je pense. Parce que tout le monde reconnaît qu'à la fin, c'est à la démocratie qu'on va. Maintenant, comment et à quelle démocratie on va, qui soit adaptée à nos réalités, c'est ça le vrai question. Ce que nous faisons n'est pas de la démocratie. C'est pour cela qu'aujourd'hui il y a des arguments à descendre ce type de modèle que nous avons. Ce que nous faisons n'est pas de la démocratie, et cela se fait aussi avec la complicité de grands ensembles auxquels nous appartenons. C'est pour cela, par exemple, quand on parlait de CEDEAO, les gens parlaient de cercles ou de syndicats d'amis, des chefs d'État qui ne veillent qu'à leurs intérêts, et qui, lorsque quelqu'un de façon très claire est en train d'emprunter un chemin qui risque fort de faire partir d'en faire partir le pays en matière de stabilité, laisse les choses se faire. C'est ça la réalité. Quand vous regardez ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, tout le monde à côté reste taiseux. Parce que chacun se dit, vous avez vu en ballot, ce sont mes affaires, ne venez pas ici. Alors qu'il était le premier lui à vouloir aller chez les autres. C'est ça la réalité. Alors que ce qu'on fait, c'est pas la démocratie, ce n'est pas l'expression du peuple par le peuple, puisque il y a un travail de sape qui est fait, de sorte à ce que celui qui peut être le challenger, ou celui qui peut être celui qui va frictionner les voix, on s'arrange de l'écarter. À la fin, on n'est pas dans un jeu qui est sain. Ce n'est pas dans un jeu dans lequel on a la transparence, où on donne le clair choix au peuple. C'est là le vrai débat, et c'est pour cela qu'il faut beaucoup réfléchir sur nos modèles. Merci à vous, Geoff Favara, d'avoir accepté cette invitation du DGFO. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint média de Tam Tam Group Press. Merci à vous. Merci. Grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Ainsi se referme donc ce numéro du DG Matinal Info. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un autre numéro, et bien non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. Truy TV, la télé interactive.